Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'ouvrage du CNB, idées reçues sur les avocats, avec la présidente du CNB, Julie Couturier. On parlera ensuite du droit d'accès du salarié à ses emails professionnels avec Émilie Meridjen, associée chez Secri Valentin Zerouk. Et enfin, on se demandera si on peut entraîner une intelligence artificielle sur des contenus protégés avec Anne-Marie Pecoraro, avocate associée chez UGGC Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de l'ouvrage du CNB Idées reçues sur les avocats, publié aux éditions Le Cavalier Bleu, avec la présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier. Julie Couturier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de rentrer dans le détail de cet ouvrage, qu'est-ce qui a motivé cet ouvrage appelé Idées reçues sur les avocats ? Alors, ce qui a motivé cet ouvrage, c'est qu'on vit dans un moment où l'amalgame entre l'avocat et son client nous est renvoyé de façon assez systématique, parfois de manière assez désagréable, et que je crois très profondément à la nécessité de l'éducation au droit. Je pense que nos concitoyens sont assez mal formés au droit et n'appréhendent pas tellement ce que sont les différentes fonctions de l'avocat. On ne voit que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'avocat pénaliste dans le prétoire, alors que, nous le savons, 78 000 avocats en France, c'est 78 000 façons d'exercer. Alors, parmi les stéréotypes qu'il y a dans cet ouvrage, il y a faire appel à un avocat coûte cher, c'est difficile de trouver un bon avocat, les avocats défendent des gens malhonnêtes, ils n'ont pas de morale. Comment on fait pour combattre ces stéréotypes? C'est un peu l'ambition de cet ouvrage. Alors c'est en effet l'ambition de cet ouvrage, c'est de déconstruire en fait ces idées reçues, de déconstruire les clichés qui se promènent sur notre profession, qui est pourtant une profession tout à fait nécessaire à l'équilibre démocratique et qui a parfois, entre guillemets, mauvaise presse. Donc on est là en effet pour déconstruire ces différents ouvrages, tout simplement en expliquant et en faisant de la pédagogie. Je pense que c'est vraiment le but de cet ouvrage. Vous évoquiez la question du coût de l'avocat, on évoque la façon dont les avocats facturent les honoraires, le fait que ce sont des entreprises et donc on essaye là encore de faire un peu de pédagogie sur ce sujet-là, sur les avocats n'ont pas de morale, on explique parce que ça fait partie quand même des éléments pour nous très importants que nous avons une déontologie et que par ailleurs les avocats sont là également pour respecter la loi. Vous dites qu'il faut faire de la pédagogie, de l'éducation au droit. Il y a aussi l'image de l'avocat. Souvent, on se le représente comme un avocat pénaliste et on ne voit pas toute l'étendue des différents métiers de l'avocat. Comment on fait pour justement redonner une meilleure image à l'avocat ? Alors, il faut expliquer que l'avocat, qui est souvent vu comme le dernier recours, doit en réalité être le premier repère, comme j'aime à dire, puisque en réalité, il est un partenaire du quotidien. Il intervient évidemment naturellement en droit des personnes. C'est peut-être là où il est le plus identifié. Mais les avocats travaillent également énormément en conseil et notamment auprès des entreprises. Dans les idées reçues qu'on peut avoir, notamment là aussi sur les personnes physiques, c'est que l'avocat est vu comme l'avocat des voyous. Là où les avocats tous les jours devant toutes les juridictions de France défendent aussi énormément de plaignants et de victimes. Alors, il y a aussi un point qui a abordé, c'est l'impact de ces stéréotypes sur l'accès au droit et à la justice. Est-ce que vous mesurez l'influence de ces stéréotypes sur l'accès au droit et à la justice ? Alors, oui et non, parce que dans une certaine mesure, précisément pour ceux qui ont besoin du droit et qui ont besoin d'avoir accès à un juge et à l'institution judiciaire, l'avocat reste quand même heureusement un réflexe parce qu'il est cet acteur de paix sociale, il est le trait d'union entre le justiciable et l'institution judiciaire et il est vu comme celui malgré tout qui va traduire cette matière extrêmement complexe qu'est le droit à l'égard des juridictions notamment.
Alors aujourd'hui, le CNB, justement, au travers de cet ouvrage, mais pas seulement, il y a des campagnes de communication, essaye de redonner une meilleure image à l'avocat par travailler à l'éducation au droit. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps. Et est-ce que vous mesurez un peu l'efficacité de vos communications? Alors oui, parce que notamment sur tout ce qui concerne le droit de l'entreprise, on est présent dans un certain nombre de salons. Je pense qu'on est maintenant identifié, assez clairement comme un partenaire privilégié, de l'entreprise, par exemple. Mais ce sont des changements culturels. Il faut par exemple aussi parler du rôle de l'avocat dans l'amiable. Et on sait à quel point, la promotion de l'amiable, c'est un changement culturel, qui n'est pas encore suffisamment, ancré, chez les justiciables, pas encore complètement chez les avocats non plus. Et donc, on évoque ça puisque vous évoquez à juste titre les campagnes de communication que nous avons pu faire. Nous avons notamment fait une campagne de communication conjointe avec le ministère de la Justice dans le cadre, de cette politique de l'amiable pour, là encore, changer cette culture et changer cette image de l'avocat considéré comme, essentiellement l'avocat contentieux. Vous dire dans quelle mesure, nous commençons à en sentir les effets, écoutez, espérons que oui. En tout cas, l'appréciation de nos confrères, à tout le moins sur les dernières campagnes de communication, a été plutôt positive, alors qu'on a été pendant longtemps critiqués. Mais évidemment, nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers et nous essayons toujours d'améliorer la communication institutionnelle pour d'abord faire valoir la force du droit, mais surtout pour faire valoir les talents des 78 000 avocats de France. Alors, on a évoqué votre action pour améliorer l'image de l'avocat. Comment les avocats eux-mêmes vivent-ils les clichés qui sont dans cet ouvrage? Ils les détruisent eux-mêmes par leur action, d'une certaine façon. Je pense qu'effectivement, c'est à force de travail, de formation, de compétences que les avocats détruisent auprès de leurs clients, puisque c'est quand même à eux qu'on s'adresse, ces clichés. Ils détruisent ces clichés. Et vous, qu'est-ce que vous espérez de cet ouvrage? Là encore, beaucoup de pédagogie, une forme de vulgarisation d'une certaine façon d'un certain nombre de sujets, pour en réalité d'une certaine façon démystifier le rôle de l'avocat qui est souvent vu comme un personnage aussi possiblement un peu lointain. Et donc nous essayons de démystifier le rôle de l'avocat en faisant encore une fois un partenaire du quotidien pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. Alors, démystifier le rôle de l'avocat. Aujourd'hui, vous le savez, il y a l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé de concurrence avec l'IA. On parle maintenant plus de complémentarité. On cherche à utiliser les outils pour les avocats, pour les aider dans leur pratique. Comment vous voyez ces évolutions et qu'est-ce que ça change pour l'avocat, pour son rôle auprès des concitoyens? Alors, il faut voir l'IA comme un outil. En tout cas, nous, c'est ce à quoi on s'attelle. Et le Conseil national des barreaux, dès le début de la mandature, a vraiment pris de front et en charge ce sujet de l'intelligence artificielle pour effectivement accompagner nos confrères. Accompagner nos confrères, ça veut dire notamment les former à l'intelligence artificielle, là aussi pour démystifier son utilité. C'est lui fournir également des outils. Et nous venons de sortir justement un guide qui est en réalité une espèce de benchmark de l'ensemble des outils de la place, que ce soit les outils grand public ou les outils juridiques, avec un certain nombre de critères extrêmement objectifs, notamment liés à la souveraineté des données, parce que c'est vrai qu'on a, nous, des obligations déontologiques, notamment en matière de secret, de préservation de des données de nos clients. Donc ça, ce sont vraiment des aspects auxquels on est extrêmement attaché. Et cet outil-là, c'est-à-dire cette grille de lecture des différents outils qu'offre le marché, et qui vraiment vient à l'issue de très nombreuses auditions de notre groupe de travail intelligence artificielle piloté par Hélène Lodic-Baron, vient compléter un autre guide que nous avions sorti dès l'été dernier et qui évolue lui aussi un peu chaque jour, qui est le guide de la déontologie des avocats en ce qui concerne l'usage de l'IA, puisque évidemment l'IA pose un certain nombre de sujets déontologiques pour la profession. Donc on voit beaucoup de travail de pédagogie, de sensibilisation, notamment avec cet ouvrage. Accompagnement. Donc idées reçues sur les avocats. Merci Julie Couturier de nous l'avoir présenté sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous Arnaud. On va tout de suite enchaîner, on va parler droit d'accès des salariés à leur email professionnel.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler du droit d'accès du salarié à ses emails professionnels avec mon invité, Émilie Méridjen, associée chez Secri Valentin Zerouk. Émilie Méridjen, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de l'arrêt du 18 juin de la Cour de cassation qui consacre le droit d'accès du salarié à ses courriels professionnels. Concrètement, que dit cet arrêt de la Cour de cassation ? Alors, consacre, on va nuancer un petit peu. Mais vous avez raison. Concrètement, ce qu'il dit, c'est que les emails professionnels du salarié sont des données personnelles. Et il en déduit donc qu'en application de l'article 15 du RGPD, le salarié a le droit d'accéder non seulement aux métadonnées, c'est-à-dire la liste des emails, les horodatage, mais aussi au contenu des emails. Et ça, c'est nouveau et c'est contestable. Alors concrètement, pour bien comprendre, pourquoi les courriels professionnels sont considérés comme des données personnelles ? C'est là qu'on n'est pas forcément d'accord avec la Cour de cassation. Pourquoi ? Parce que dans les emails personnels, vous avez des informations personnelles. Vous avez une adresse email, vous avez des horaires de connexion, vous avez des informations qui peuvent relier ce document à une personne physique salariée. Donc c'est en soi, ça contient des données personnelles. En revanche, la conséquence qu'en tire la Cour de cassation, qui est de donner accès à l'intégralité des emails, c'est-à-dire l'ensemble des documents, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et qu'on est d'ailleurs, enfin, c'est pas seulement moi qui ne suis pas d'accord, la CNIL en 2022 avait rendu une recommandation dans laquelle elle distinguait parfaitement les données personnelles contenues dans les emails avec le contenu des emails. D'accord. Deux choses différentes. La CJUE, la Cour européenne, a aussi indiqué de manière très claire que les salariés n'avaient pas accès au contenu des emails, mais uniquement aux données personnelles contenues dans ces mêmes emails. Et vous le savez peut-être, mais avant un arrêt important de Cour de cassation, il y a un avocat général qui rend un rapport, et cet avocat général est allé dans le sens inverse de l'arrêt du 18 juin, en disant bien à nouveau, il ne faut pas confondre données personnelles contenues dans les emails et documents lui-même. Pourquoi cette distinction est importante ? Pourquoi cette distinction est importante ? Parce que si vous donnez accès à la boîte mail dans son intégralité, ça veut dire que le collaborateur qui a quitté l'entreprise peut récupérer tous ses emails envoyés et reçus. Alors, on peut le comprendre pour des raisons notamment probatoires, mais c'est pas du tout la finalité du RGPD qui consacre simplement un droit d'accès et de rectification à tout ce qui est traitement de ces données personnelles. Ça ne donne pas accès au contenu de toute la matière qu'il a créée, à laquelle il a contribué, et qui, ça, appartient bien à l'entreprise. Alors, si on en vient aux obligations de l'employeur, quelles sont les obligations de l'employeur à l'aune de cette décision ? Alors, il y a déjà une obligation sur laquelle il n'y a pas de débat, c'est de répondre à un salarié quand il en fait la demande. La réponse, elle doit être dans le mois de la demande ou avec un délai supplémentaire de 2 mois si la demande est dite complexe. Quand il s'agit de traiter toute une boîte mail sur parfois plusieurs années ou décennies, évidemment, ça peut être complexe et ça peut nécessiter du temps de processing. Donc ça, c'est la première obligation, c'est de répondre et dans un certain délai. Après, en fonction de comment on interprète, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cet arrêt de la Cour de cassation, on a 2 types d'obligations. Soit on va fournir toute la boîte mail, le contenu des emails, et là on est vraiment dans les clous de la Cour de cassation, mais à mon sens c'est trop extensif. D'accord. Soit on va fournir ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire une liste des emails envoyés et reçus avec les horodatages et les données personnelles, c'est-à-dire l'adresse email et les horaires qui sont associés à ces emails sans le contenu. Alors est-ce qu'il y a des limites quand même à cette communication des données que vous exposez dans l'arrêt ? Oui, alors la Cour de cassation, pour le coup, reprend le texte du RGPD, article 15, qui prévoit lui-même que le droit d'accès ne peut pas porter atteinte au droit des tiers. Et donc, la Cour de cassation reprend ce texte, elle dit bien que ça ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui. Concrètement, ça signifie quoi ? On peut opposer à une demande d'accès le secret des affaires. On peut aussi opposer la vie privée d'autres personnes, les salariés, les fournisseurs, des tiers destinataires des emails. Donc ça, ce sont les limites qui sont posées par les textes et rappelées par la Cour de cassation. Alors, si l'employeur n'accède pas à la demande du salarié, qu'est-ce qu'il risque ? Alors, il y a 2 types de sanctions. D'abord, la CNIL, qui a un pouvoir de sanction autonome. Elle peut prononcer des injonctions de communiquer, de répondre favorablement à un droit d'accès, selon comment on qualifie le droit d'accès, sous astreinte. Et elle peut aussi prononcer une amende jusqu'à 20 000 €.
Ça, c'est le premier type de sanction. Deuxième type de sanction, c'est si un salarié, comme c'était le cas là, va au prud'homme et fait une demande de dommages-intérêts pour non-réponse de son employeur à sa demande d'accès à ses données personnelles, alors c'est une indemnisation du préjudice subi. Et comme pour tout préjudice, il doit apporter la preuve de l'étendue de son préjudice. En l'espèce, l'employeur n'avait pas répondu du tout, donc c'était vraiment un très mauvais élève et il a été condamné à 500 €. Donc il y a de quoi relativiser la portée de cette décision. Et on peut escompter des préjudices plus importants selon vous ? Après, ça va dépendre de l'appréciation des tribunaux, c'est-à-dire que si à l'évidence un employeur refuse de communiquer des documents pour ne pas que le salarié ait des éléments de preuve à faire valoir, peut-être que les conseillers prud'homaux retiendront cette carence comme un élément de preuve en creux. S'il ne veut pas communiquer les horodatage de mail, c'est peut-être parce que le salarié a effectivement fait des heures supplémentaires et donc on va condamner. Mais ça, c'est très indirect. Alors, on va venir aux pratiques RH et voir les conséquences de cette décision sur les pratiques RH. Concrètement, est-ce que ça va modifier quelque chose selon vous ? Alors, pour moi, c'est vraiment l'opportunité de se poser la question de où on en est du RGPD. Je n'ai pas de visée statistique dans mes propos, mais il y a quand même une grande majorité des entreprises qui ne sont pas du tout au point sur le RGPD, qui ne se sont pas posé ces questions. Donc, posez-vous la question. Comment avez-vous organisé le droit d'accès de vos salariés à leurs données personnelles et est-ce que vous êtes bien en règle sur toutes les dispositions qui sont prévues par le RGPD. Après, il y a vraiment la question aussi de combien de temps on doit conserver les boîtes mail, parce que si un salarié vous fait une demande de communication de ses données personnelles, mais que la boîte mail a été détruite, forcément, vous ne pouvez pas lui donner quelque chose qui a été détruit. Et le dernier conseil en termes de modification de pratique, c'est de veiller à ce que tous les outils internes, charte informatique, règlement intérieur, etc., encadrent la position de l'entreprise en termes d'accès aux données personnelles pour que ce soit aussi contradictoire et porté à la connaissance des salariés. C'est quoi les bonnes rédactions à avoir dans les chartes ? Alors pour moi, il y a vraiment la question de la bonne durée de conservation. Est-ce qu'on supprime immédiatement ? Est-ce qu'on conserve 3 mois ? Est-ce qu'on conserve 6 mois ? Et puis après, il y a la question de qu'est-ce qu'on entend, nous, entreprise, même si ça peut être contesté, par accès aux données personnelles. Est-ce qu'on se positionne pour communiquer l'intégralité de la boîte mail ? Est-ce qu'on l'expurge de ce qui pourrait porter atteinte au droit au secret des affaires ou aux droits d'autres individus ? Ou est-ce qu'on ne communique que le métadonnées ? Voilà, on peut aussi se positionner dans une pratique interne, une charte interne. Pour terminer, vous sembliez dire qu'il y a des zones d'ombre et des interprétations qui peuvent être différentes de cette jurisprudence. Est-ce que vous attendez des éclaircissements ? Alors, j'attends, à mon sens, des déclinaisons pratiques et des décisions de première instance. Et à mon avis, les conseillers prud'homaux vont se positionner par juridiction sur est-ce qu'on fait accès ou est-ce qu'on fait droit, ou est-ce qu'on fait pas droit. Et je pense que ça va, dans les prochains mois, créer un débat judiciaire de première instance puis de seconde instance qui va sans doute amener la Cour de cassation à se reposer la question. On va suivre tout ça avec attention. Merci Émilie Méridienne. Je rappelle que vous êtes associée chez Secri Valentin Zerouk. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'intelligence artificielle et d'atteinte aux droits d'auteur. Peut-on entraîner une intelligence artificielle sur des contenus protégés sans licence ? On en parle tout de suite avec mon invitée, Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocats. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Disney et NBC Universal attaquent le générateur d'images Midjourney pour avoir entraîné son intelligence artificielle sur des contenus protégés. Des personnages iconiques sont concernés, Dark Vador, Elsa, Shrek, les Mignons, qui sont reproduits à l'infini. Pour commencer, l'entraînement d'un modèle IA sur des œuvres protégées constitue-t-il une violation du droit d'auteur selon le droit américain ? Merci Arnaud. Une partie de la réponse est déjà dans votre question puisque vous parlez de modèle protégé qui est le critère qui va revenir constamment. Donc la question, elle va se poser sous le droit américain du copyright, elle va se poser bien sûr en Europe et je dirais que le monde entier teste des réponses à ces questions. Sous le droit américain du Copyright Act,
Dès lors qu'une œuvre fait l'objet d'une protection, comme c'est incontestablement le cas de ces personnages iconiques, les personnages de la Guerre des Étoiles, les personnages des films comme Elsa et Les Mignons, etc. Donc, dès lors, par principe, va être interdite leur reproduction, leur distribution ou leur adaptation dans une œuvre dérivée. Sauf, alors quel est ce sauf? Sauf naturellement si une autorisation a été négociée ou une licence, mais sauf aussi si on tombe dans un certain nombre d'exceptions. On va parler du fair use, je développerai ça mieux. Voilà, mais je voudrais simplement dire, Arnaud, que effectivement, le droit américain, qui lui aussi régit par la Convention de Berne, qui est une convention qui unit un bon nombre de pays, a donné lieu déjà à un certain nombre de cas. Donc, on n'a pas un cas définitif, mais en tout cas, il est certain que le droit interdit la reproduction d'une œuvre protégée. Alors, on va parler justement de l'exception de fair use que vous avez citée, qui est susceptible de limiter l'application du droit de propriété intellectuelle aux États-Unis. Alors, souvent, justement, les outils d'IA revendiquent cette exception du fair use. Concrètement, dans quelles conditions on peut utiliser cette exception? Le fair use a été exploré, comme je le disais, par différents cas de jurisprudence. Pour identifier la légitimité de la réclamation de fair use, il y a 4 critères. Je vais revenir dessus et je vais quand même aussi rapidement à cette occasion mentionner 4 affaires, puisqu'on a l'affaire Midjourney, on a aussi 3 autres affaires qui sont intéressantes. Ce ne sont pas les seules. Donc, pour identifier un cas de fair use, un juge américain va rechercher 4 critères. C'est un test qui va se faire en 4 étapes. Le premier critère va être le but et le caractère de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il va rechercher si on a un usage commercial et s'il a un usage non lucratif, effectivement, ça va jouer un petit peu plus dans le sens du fair use. Néanmoins, un usage commercial par une structure non lucrative risque de rester commercial. Il va aussi chercher la transformation. Le caractère transformatif, c'est de savoir si, par rapport à une œuvre donnée, comme tout à l'heure on citait les chers Mignons, est-ce qu'ils ont été beaucoup transformés? Et dans les cas qui sont reprochés à Midjourney, on constate effectivement de nombreuses exploitations qui sont peu transformées. Le deuxième critère va être la nature de l'œuvre. Est-ce que cette nature, elle est originale? Est-ce qu'elle est caractérisée dans sa protection? Donc, dans le cas, encore une fois, des personnages, la nature de l'œuvre va probablement être jugée hautement originale, mais on a des cas intéressants dans lesquels le fair use peut être repoussé. Bien Vous que la pensez à nature de quoi, par l'œuvre, exemple? justement, c'est un des cas que je voulais citer, qui est l'affaire de Thomson Reuters contre Ross. C'est un jugement en plusieurs étapes, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes préliminaires sans qu'on soit arrivé au cas définitif. Mais ce qui est très important et intéressant rapidement, c'est que ce sont des fiches de résumé d'arrêt qui ont été utilisées. Et ces fiches de résumé d'arrêt, le juge les a passées à travers le test. Certaines des étapes, là j'en suis à la deuxième, je vais rapidement mentionner les 2 autres, étaient moins caractérisées, d'autres plus, mais le juge a quand même considéré que ces fiches de résumé d'arrêt, elles allaient être d'une nature suffisamment protégeable et suffisamment originale pour mériter quand même une protection et justifier qu'on étudie un rejet de ce fair use. D'accord. Donc, Et les 2 autres critères, alors rapidement? les 2 autres critères rapidement, ça va être la quantité utilisée, la quantité substantielle et à quel point on va retrouver le résultat proportionnellement, en substance dans ce qui va être produit par l'intelligence artificielle. Et enfin, le quatrième facteur, il est très marquant et on va souvent le regarder de près puisque c'est l'impact sur le marché. C'est un critère qui peut paraître aussi familier au droit européen. On va étudier si la solution finalement, en l'espèce d'IA ou la solution à qui on reproche de copier, elle va fournir un substitut au marché et aux exploitations du plaignant, de telle sorte qu'il va affaiblir la valeur commerciale. Et en l'espèce, concernant les personnages d'animation de Disney et de Universal, ils pourront développer le fait que la valeur des personnages, bien sûr, peut être mise en cause par ce marché concurrent, mais aussi directement des produits de licence, par exemple la fabrication de posters, de nouvelles images, de produits qui auraient pu normalement donner lieu à des revenus, mais qui là sont substitués par un marché qui n'en donne plus, en tout cas pas à leur profit. Et c'est comme ça qu'on évalue le préjudice, le montant du préjudice
de ces reproductions, grosso Alors modo? voilà, ça va être un cas séparé. Les juges dans les différentes affaires, par exemple, dans les affaires qui ont déjà été vues, que ce soit l'affaire contre Ross, il y a deux autres affaires très intéressantes qu'on appelle Anthropic et une autre contre Meta. Les juges vont d'abord voir si le fair use est caractérisé ou pas dans les trois affaires avec des résultats différents. Et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, il va étudier le montant du préjudice, des dommages-intérêts forfaitaires, le remboursement de certains frais, selon des modalités nécessairement complexes dans un cas comme ça. Et là, je crois que dans leur mémoire, NBC et Disney évaluent grosso modo le préjudice à 150 000 $ par œuvre, hein. Effectivement, il y a un tarif et un moyen et d'évaluer comme ça par œuvre et de multiplier par le nombre d'œuvres, ce qui nous conduit à plusieurs millions de dollars. Il y a un point, Arnaud, que je voulais aussi mentionner, qui me paraît extrêmement intéressant à l'appui, en tout cas, de ces ayants droit et aussi d'autres ayants droit, puisque là, on n'est pas là pour prédire ce qui va se passer à travers le monde entre effectivement les ayants droit d'un côté, les intelligences artificielles de l'autre, mais on est là pour analyser les critères Bien clés. sûr. Et c'est la position de l'US Copyright Office qui s'est prononcée, pas pour la première fois, une nouvelle fois, le 6 mai 25. Et quelle est sa Et position? ça, c'est vraiment intéressant parce que le Copyright Office a étudié techniquement s'il y avait si on constatait des reproductions ou pas. Et de manière générale, le Copyright Office a estimé dans ce rapport que le processus implique des reproductions, même en cas de suppression, et probablement aussi dans le cadre de l'entraînement, et probablement aussi dans le cas des mises à jour. Donc, ce document, il va rester effectivement comme pour éclairer la grille de lecture des juges à travers le monde. Ça veut dire que, il y a une tolérance quand même à ce que ces outils reproduisent, puisque c'est leur modèle, certaines œuvres même protégées? Pas forcément une tolérance, c'est-à-dire ça creuse la première question, c'est-à-dire avant de se demander si on a une contrefaçon et s'il y a une exception, il faut déjà savoir s'il y a une reproduction. Ça, c'est un point sur lequel on a chopé encore d'autres jurisprudences en disant, bah, écoutez, je ne peux pas prononcer de condamnation si je n'arrive pas à prouver une reproduction. Mais ça, c'est un point sur lequel il faut avancer. Il faut un éclairage. Et c'est là que le Copyright Office estime que on constate des étapes qui sont nécessairement de reproduction. Après ça, on se dira, mais est-ce qu'on est dans le cadre d'une exception ou pas? Fair use aux États-Unis, des exceptions très différentes en Europe qui ne fonctionnent pas sur cette base-là. Bon, bah, on attend des éclaircissements sur ces questions. Merci Anne-Marie Pecoraro. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet UGGC Avocats. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.